je suis mitigé sur votre PLU, c'est-à-dire ni opposé farouchement, ni enthousiasmé non plus. Ce que je regrette en fait, c'est l'enfermement du débat. L'enfermement du débat, c'est soit le grignotage, soit la densification. Soit on grignote des terres agricoles en périphérie d'une ville, c'est heureusement ce qu'on ne peut pas faire ici, mais c'est ce qui se fait trop souvent, soit on densifie en supprimant finalement des poumons verts ou des maisons de caractère, des espaces à échelle humaine. Il y a un troisième terme possible, qui est de s'attaquer au logement vide. 420 logements vides à Paris, non pas à Paris, à Beaumont, 3 085 000 en France, sans parler les bureaux vides, les résidences secondaires, etc. Sur les résidences secondaires, vous n'avez pas prise, c'est un débat beaucoup plus compliqué. Mais sur les logements vides, vous avez prise. L'idée, ce serait, pour intéresser un peu moins les promoteurs immobiliers prêts à lâcher des sommes fortes pour convaincre malheureusement certains de nos concitoyens de vendre et de laisser faire finalement, ou de rendre possible, pas de laisser faire, de rendre possible des projets dont on ne voudrait pas et qu'en effet vous ne pouvez pas forcément tous stopper, eh bien il faut détendre le marché, c'est-à-dire mettre plus de biens immobiliers sur le marché pour que les prix baisse, ou en tout cas cesse d'augmenter, que la spéculation se tasse un peu. Et pour ça, aider des propriétaires pauvres qui laissent leur logement vide, faute de moyens pour les restaurer, les réhabiliter et donc les louer ou les vendre, bah, ce serait une bonne idée. Mais ça, c'est un trou noir de notre débat que nous avons régulièrement sur ces questions immobilières. Personne ne s'attaque à cette question-là. Donc on va continuer de construire des logements flambant neufs à côté de logements vides. Et un jour, on mangera des cailloux parce que, évidemment, tous nos espaces verts, là, vous parlez du futur ensemble immobilier en face de la magnifique demeure des 4 vents, une vingtaine de logements. Si on peut mettre là une vingtaine, presque une trentaine, je crois, de logements, là où il y en avait, quoi, 5, 6, bah c'est qu'on grignote évidemment sur un poumon vert important dans ce coin-là. Bon, des poumons verts, on va en avoir de plus en plus besoin. Le réchauffement climatique va rendre très problématique la vie en ville. Le bétonnage passé, on va le payer très cher. Et je crains que cela ne continue, même si je dois reconnaître que votre PLU est raisonnable ou pas déraisonnable. Dans un contexte qui ne serait pas d'un réchauffement climatique. Dans le réchauffement climatique, même cette modération devient déraisonnable. Et on va la payer cher. Il y a aussi la question des voitures qui vient d'être discutée. Là encore, effectivement, si on laisse les gens libres, et que je sache, la loi laisse les gens libres d'acheter autant de véhicules qu'ils le veulent, eh bien oui, on aura de plus en plus de voitures. Si on laisse les gens avec pour seule alternative de prendre la voiture, on les encouragera à continuer toujours plus à prendre des voitures, et donc il nous faudra du bitume, des parkings, etc. Là encore, il manque, on voit une toute petite touche vélo sur le PLU, très insuffisante, mais ce n'est pas le seul terme de l'équation qui manque. Pour que les gens deviennent moins dépendants de leur voiture, passent de 3 voitures à 2, de 2 à 1, de 1 à 0 peut-être. Il y a des caractéristiques sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, des dimensions, l'endroit où les personnes trouvent un travail. Mais en revanche, vous pouvez agir sur un certain nombre d'autres dimensions. Le fait que nous prenions tous et toutes, et moi y compris, on ne va pas jeter la pierre, nos véhicules pour faire des courtes distances, et la majorité des trajets en voiture dans ce pays font moins de 5 km, donc ça marche aussi pour Beaumont, ben évidemment, est un problème complètement insurmontable. Il faut que des mesures collectives encouragent les bons comportements, nous encouragent à aller contre notre flemme, ou le côté très pratique, ou le côté je vais toujours plus vite, donc je fais toujours plus de choses. Ça peut passer par des solutions que d'autres villes ont mises en place. De l'autopartage, du covoiturage. Alors l'autopartage, c'est la mise à disposition de véhicules par un acteur privé ou par un acteur public ou par un acteur associatif à but non lucratif, avec une application
vous achetez une flotte de véhicules non polluants si possible, et puis on les réserve dès qu'on en a besoin, avec un calcul pendant quelques mois sur les besoins, les envies, les trajets, etc. On doit pouvoir arriver à ce que personne ne manque de véhicules et que peut-être nous soyons un certain nombre à nous passer de nos voitures. Vous le savez, nos voitures, elles restent plus de 40% du temps, souvent plus de 60% du temps, garées, c'est-à-dire inutiles. On pourrait davantage les partager, sauf que si chacun doit trouver à qui les partager, avec la peur qu'elles soient détériorées, ça ne marche pas. Si en revanche, soit le secteur privé commercial, et ce serait regrettable de le lui laisser, soit les mairies organisent l'autopartage, organisent le covoiturage, le prêt de voiture, eh bien on va être un certain nombre à renoncer à notre premier ou deuxième ou troisième véhicule. Si on introduit une navette gratuite pour aller d'un point A à un point B, pour aller dans les commerces des alentours, etc., peut-être qu'on sera un certain nombre d'entre nous à renoncer à nos déplacements en voiture, donc à avoir moins besoin de voiture, de problèmes de stationnement, de bitume, et peut-être qu'on pourra rétablir des espaces verts là où quelques projets immobiliers les ont supprimés. Là encore, je regrette qu'il n'y ait pas, en tout cas c'est pas manifeste, de réflexion de fond là-dessus qui transparaissent dans votre PLU. La piétonisation aussi, bien sûr, tout ce qui rend plus difficile l'utilisation de la voiture, à condition, bien sûr, qu'il y ait une alternative positive. Si vous rendez la vie difficile aux automobilistes, mais qu'à côté, rien d'autre n'est possible ou facile, évidemment, personne n'est content. Et ça ne marche pas. J'avais un certain nombre de questions précises sur la concertation, enfin sur les éléments qui sont ressortis de la concertation organisée autour du PLU. Donc des questions toutes simples. Vous parlez ou vous évoquez ou quelqu'un évoque la tour Roger et vous répondez, je ne sais plus lequel d'entre vous répond, que de votre intention de la protéger, de la valoriser. J'aurais voulu savoir comment, parce que je trouve cette tour intéressante, voire remarquable, en piteux état. Je sais qu'il y avait des velléités de la démolir, qu'une proposition avait été faite à l'ancienne municipalité en vain. Donc je me demandais si vous aviez une intention meilleure pour ne pas laisser le seul fardeau du maintien, voire de l'entretien de cette tour à la famille chez qui elle se situe, et pour que peut-être nous en profitions. Pas seulement en la voyant de loin, enfin c'est pas si loin mais quand même, mais qu'éventuellement à terme nous puissions la visiter. Donc pour la visiter, évidemment, il faut refaire l'escalier, il faut aménager, il faut de la sécurité. Je précise que j'avais réfléchi à cette hypothèse il y a 3 ans, donc il faudrait actualiser avec la famille. Et la famille était tout à fait d'accord pour créer un chemin qui aurait permis, par exemple au Cercle Beaumontois, dans le cadre de ces visites des éléments remarquables de notre patrimoine, d'y amener des groupes et de faire une présentation. Alors moi, je m'étais pris à rêver qu'on aurait créé un restaurant à une table, tout en haut, et qu'au beau jour, quand évidemment il ne pleut pas et il ne neige pas, donc 6 mois dans l'année en gros, en faisant travailler les restaurateurs de notre ville, des couples, familles auraient pu réserver et commander. Ce se ferait fait livrer, certes avec, je ne sais pas, 10 mètres, 12, je ne sais pas, d'escalier, pour un dîner à la Belle Étoile. Mais bon. Donc une petite question là-dessus. Je lis que votre intention de réactiver le PPR sur les caves qui constituent le sous-sol du centre-ville, je cite tout ça, pour prévenir le risque d'effondrement. Alors vous savez que j'ai tenté à plusieurs reprises d'attirer votre attention sur le risque d'effondrement, qui est une expression bien inquiétante figurant dans le plan communal de sauvegarde. On parlait de risque d'effondrement de bâtiments sur un certain nombre de rues, et j'avais soulevé à l'époque, renseignements pris auprès des carrières d'Île-de-France, enfin de l'inspection des carrières, et du pas du PLU, du plan, enfin de l'équivalent du plan de sauvegarde établi sous sous l'un des mandats de M. Millerot, il y avait le constat qu'une grande partie du sous-sol potentiellement dangereux, mouvant, de notre centre-ville élargi restait à explorer. Et que donc la notion de risque, déjà importante sur quelques rues, était potentiellement plus grande. J'avais tenté d'attirer votre attention aussi sur le fait que, en dépit de la publicité faite
à cette situation dans un certain nombre de documents administratifs, force était de constater, et je l'ai encore constaté très récemment dans une réunion de quartier, une grande partie des habitants, locataires ou propriétaires, de ces rues concernées par ce risque-là, ne sont pas du tout informés. Ne l'ont pas été par le propriétaire, ne l'ont pas été par la mairie, sont de simples locataires, etc., etc. Donc il y a un vrai problème d'information. D'information sur le risque et puis d'information sur les mesures à prendre ou ne pas prendre, sur les travaux à faire ou ne pas faire, y compris pour des gens qui feraient des travaux non déclarés. Ça existe aussi dans le centre-ville. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez au moins prévenir d'éventuels comportements déviants que, outre le fait qu'il se mettrait dans l'illégalité, en plus il se mettrait en danger ou mettrait en danger des locataires ou des voisins ou des riverains passant à proximité. Je voulais relayer aussi, j'imagine que vous aviez l'intention d'y répondre, mais la question portée par la contribution à cette concertation du Cercle Beaumontois du patrimoine, qui ne m'a pas mandaté pour le faire, hein, je le précise pour Coralie, qui parfois s'inquiète quand je parle au nom de gens que je n'ai pas forcément sollicités, mais dont la question ou les préoccupations m'intéressent. Je fais une référence à la MJC. Je voulais savoir si vous alliez demander l'inscription des caves à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, puisque nous avons des caves remarquables. Voilà, je continue ou... Ouais. J'ai lu aussi la remarque de Mathieu Lisbona, je me permets de dire son nom puisqu'il est cité dans les documents publics, au sujet de la parcelle végétalisée, surtout de la protection de la pagode. Il y a en effet un bâtiment remarquable sur sa parcelle que j'ai eu la chance de pouvoir visiter il me semble que vous n'êtes pas complètement clair ou qu'il manque une réponse à cette préoccupation légitime, je crois, de ce monsieur. Et vous évoquez aussi, dans les documents qui nous ont été remis, un permis de construire attribué en avril 2022. Donc, s'agit-il de ce dont nous venons de parler voilà, je voulais juste m'en assurer. Donc, savoir ce qu'il en serait de cette pagode. Alors, j'ai lu une phrase très intéressante que j'avais relevée aussi à la réunion publique organisée par vos soins autour du PLU. Et je m'en étais d'ailleurs étonné au travers d'une question. Donc, la réponse figurant en toutes lettres m'avait été confirmée. Votre nouveau règlement, votre futur règlement de PLU, imposera de ne pas abattre d'arbres dans le cadre d'opérations de construction et d'en planter sur les terrains qui n'en comportent pas. Est-ce que vous pouvez revenir, détailler un petit peu? Il n'y a pas d'adjectif à arbre. C'est-à-dire que ce n'est pas les arbres remarquables ou les seuls arbres remarquables. Ça, là, c'est bien écrit arbre. Et initialement, dans cette fameuse réunion, il avait évoqué l'idée qu'on abat un arbre, on replante un arbre. J'avais fait remarquer que ça n'a rien à voir en termes d'impact écologique. Un arbre déjà développé a éventuellement un apport important pour la biodiversité et le climat. Planter un arbre, c'est pas intéressant écologiquement parlant avant plusieurs décennies. On considère que c'est au bout de 60 ans qu'un arbre devient vraiment bénéfique pour un milieu. Mais là, vous allez beaucoup plus loin. Donc, je voulais avoir des précisions là-dessus. Et il était aussi fait mention dans vos documents d'une décharge. Alors, c'est pas comme ça que les choses nous avaient été présentées la dernière fois. Je parle du chemin du bord de l'Oise, à côté de la plaine de Jeux, en aval de l'ex-Lidl, du G20, à côté des écuries. Bref, vous voyez l'endroit où la mairie a entreposé d'abord des déchets organiques, des déchets verts, puis plus récemment des déchets venant du département, destinés, vous nous l'avez expliqué, à combler des trous ailleurs dans Beaumont, donc des gravats. Mais là, je lis le mot de décharge. Donc, Isabelle Duménil nous avait expliqué en long et en large qu'il s'agissait presque de compostage et de tri sélectif. Et là, je vois le mot de décharge. Et je ne savais pas que les décharges à ciel ouvert étaient autorisées de nouveau sur le territoire de Beaumont. Mais alors, il est dit que ça ne présenterait aucun danger. Alors, effectivement, ces gravats sont de faible dangerosité.
Ce qui ne veut pas dire de zéro dangerosité. De faible, ça veut dire juste que c'est faible. Mais qu'il y a dangerosité parce que ce ne sont pas des déchets verts. Les déchets verts peuvent d'ailleurs être dangereux par exception, disons. Mais en l'occurrence, là, ce sont des produits issus du pétrole avec des procédés chimiques pour utiliser sur les routes. Donc, ce n'est pas complètement anodin. Bon, je vous ai déjà interpellé là-dessus, mais vous nous avez promis que d'ici peu, enfin c'est M. Pic qui m'avait répondu que d'ici peu tout cela disparaîtrait. J'ai constaté que le tas augmentait plutôt, mais surtout là il est question de décharge. Donc ce mot résonne un peu fortement. Je voulais aussi vous poser, j'ai presque fini, enfin j'ai fini, c'est la dernière. Vous mentionnez 9 mètres à l'égout pour... je ne sais plus, certains logements. Je voulais savoir ce que ça voulait dire exactement. Je ne suis pas au clair sur cette expression. Et si elle était compatible avec le projet immobilier de logements sociaux de la rue Barbès, où il est indiqué sur le panneau faisant état du permis de construire, etc., d'une hauteur de 12 mètres. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être la même chose, mais si vous pouviez préciser. Merci. Merci, Monsieur Renoux. Alors, j'ai énormément apprécié votre préambule sur l'écologie. Par contre, ça serait bien sur les prochains points, si vous avez d'autres remarques de ce style-là, de bien rester dans le sujet. C'est-à-dire, c'est le sujet du PLU et le débat sur les voitures et ainsi de suite. Alors, vous voyez, regardez, vous me demandez de vous laisser la parole. Je prends la parole, je vous la redonnerai après. Donc, ne me coupez pas la parole. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est, vous parlez du stationnement, donc M. Van der Beek a parlé du stationnement, il n'a pas fait tout un laïus sur l'écologie et ainsi de suite. Mais ça ne sert à rien de rester un quart d'heure. Vous savez, on a fait le calcul tout à l'heure, juste avec vos 41 questions, on en a pour 3 heures. Voilà. Ouais, 38 ou 41, on n'est plus à 3 près, je pense, à un moment. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir rester bien dans le thème à chaque fois. On vous répondra à vos questions, mais restez bien dans le thème. Voilà. Moi, je vais répondre sur 2 questions et après, je donnerai la parole à M. Pic sur le reste. Pour la tour Roger, le moyen, on l'a expliqué tout à l'heure, quand on a une maison qui est intéressante pour Beaumont et qui représente quelque chose à Beaumont, c'est de la classer. Donc voilà, donc ça, on peut le faire, c'est réalisable, ça existe pour les maisons, pour les arbres et différentes choses. Voilà. Bon. Excusez-moi, je vous interromps, mais juste pour vous faire préciser votre point. Vous dites on peut le faire, moi je vous demande est-ce que vous allez le faire? Alors, Monsieur Renoux, il y a 2 minutes, un petit peu plus, puisque vous avez parlé pendant 15 minutes à peu près. Vous dites, ça s'est bien passé, j'espère que vous ne me couperez pas la parole, mais c'est la première chose que vous faites, c'est me couper la parole. Donc moi, excusez-moi, moi je vous respecte en tant qu'opposant, en vous donnant la parole et vous laissant parler. Donc soit vous me laissez terminer et après je vous redonne la parole, vous pourrez reposer une question si vous en avez envie, mais par contre vous me laissez terminer. C'est de l'incorrection à chaque fois, Monsieur Renoux. Voilà. C'est une question d'éducation. On ne coupe pas la parole aux gens, c'est tout simplement. Voilà. Donc je continue. Donc pour la tour Roger, il existe des classements, il y a des maisons qui vont être classées, il y a d'autres choses qui vont être classées. Vous parliez des caves remarquables. Effectivement, le Cercle Beaumontois et d'autres personnes nous ont demandé de voir ces caves et de savoir si on pouvait les classer et les mettre dans le patrimoine de la ville. On est en train de travailler dessus. Par contre, moi je veux donner des réponses concrètes. Je ne vais pas dire oui, on va le faire et qu'après on nous dise c'est pas possible pour X raisons, parce que c'est dangereux, il faut les bétonner, parce que vous parlez d'effondrement, même si à l'époque vous aviez pris sur Facebook des photos de Marseille sur l'effondrement pour faire peur aux gens. J'ai trouvé ça dommageable pour la commune, puisqu'on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est votre façon de faire, donc j'y peux rien. Mais en tout cas, moi mon but c'est de savoir ce qu'on peut classer, de quelle façon on peut les classer, et ensuite de donner une réponse concrète. En tout cas, aujourd'hui, on travaille dessus. On regarde les différentes caves qui peuvent être gardées, protégées et pourquoi pas même solidifiées, parce qu'il y en a certaines qui peuvent s'effondrer. On en a des belles sous l'église ou à proximité de l'église. On en a sur Kergomar, Janzay, qu'on va voir régulièrement. Il y en a un peu partout des caves. Voilà, c'est Cargo aussi, donc Cargo. Voilà, on a plusieurs caves à différents endroits qui sont intéressants
intéressantes, qui sont bien. Maintenant, on travaille dessus pour pouvoir voir ce qui est protégeable et pas. Parce que moi, il est hors de question qu'on me dise, bah, celle-là, on peut la protéger. Si on la protège, pardon, il peut à un moment ou un autre avoir un risque d'effondrement. Donc, à partir de là, on la remplit, on empêche qu'il y ait un effondrement et qu'à un moment, la vie des gens soit mis en danger. Voilà, sur les caves remarquables, les risques. Alors, on a des incivilités un peu partout dans notre ville, ça on le sait. Le fait de vendre une maison avec un sous-sol qui est mis comme quoi il y a une galerie en dessous et qui n'est pas dit à l'acheteur, c'est une infraction. Donc si des personnes, comme vous dites, ne sont pas au courant qu'en dessous de chez eux, il y a des caves, que ça n'a pas été prévenu, qui sont propriétaires, faut voir avec le notaire, parce que le notaire a obligation de le mettre. Donc voilà. Je te laisse répondre pour les autres, Dominique. Ouais. Pour juste une précision, les caves, par exemple, devant Kergomar, font partie des lieux qui ont été choisis par les carrières et sont vérifiés tous les ans. On y va tous les ans avec le notaire, donc je l'avais noté. Pour ce qui concerne le tas de Fréza, puisqu'il s'agit de Fréza qui est entreposé près de l'Oise, il s'agit donc de la RD, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, qu'on a refait, qui passe devant l'ancienne piscine et qu'on a gardé pour, on vous l'avait dit d'ailleurs, pour boucher certains trous dans les centres et tout, puisque sur les routes on ne peut pas les mettre, mais dans les centres ça fait. Donc le tas n'a pas pu grossir puisque les travaux, il y a longtemps qu'ils sont finis. On a eu 2 soirs des apports par le conseil départemental et ça s'est terminé là. Donc je vous l'ai dit l'autre jour à la réunion, de toute façon, on va faire en sorte que ça aille vite, mais on ne peut pas non plus tout régler en 2 minutes. Voilà. Dès qu'il y a des trous, on en prend et on les met. Merci Dominique. Monsieur Renou, vous aviez d'autres questions ? Oui, alors je voulais vous demander, alors plus précisément, allez-vous essayer de classer la tour Roger ? Sur le fait de faire peur aux gens avec une photo d'un immeuble effondré, bah, ça s'appelle illustré, mais en effet, si j'ai pu faire peur aux gens, ça peut permettre peut-être, pour l'instant ça ne s'est pas révélé comme ça, mais en tout cas faire partager la peur que moi j'ai. Parce que quand je lis qu'il y a des risques d'effondrement, je le prends au sérieux, le document que vous aviez, enfin que vos services avaient rédigé. Et c'est pas parce que je ne suis pas sur les zones directement impliquées que je ne pense pas aux gens. Et les gens, vous me disiez les propriétaires, oui, vous avez raison, à chaque fois qu'on achète la maison. Mais d'abord, il y a des gens qui l'ont acheté il y a longtemps. Je ne sais pas si la réglementation sur cette information était déjà en vigueur il y a 30 ans, bon, admettons. Mais il y a surtout beaucoup de locataires. Et eux n'ont pas acheté, n'ont pas à être informés, sinon par la municipalité tous les 2 ans. Et je constate qu'ils ne le sont pas. Alors, vous allez peut-être nous dire que vous avez distribué quelque chose dans les boîtes aux lettres que je n'ai pas vu et qu'ils n'ont pas vu, manifestement. Voilà. Alors, il y a le plan des risques qui a été fait il y a peu de temps. Et il est accessible à tous, où il y a le nom des rues. Avec les bâtiments où il peut, entre guillemets, avoir un risque. Donc, alors, j'ai appris quelque chose en droit, alors après je me trompe peut-être, hein, mais nul n'est censé ignorer la loi. Et donc on doit pouvoir s'informer. Donc tous locataires ils ont le droit de regarder le plan des risques et pouvoir regarder dessus si la rue où ils sont, il y a un risque ou pas. Et à la rigueur, ils peuvent prendre attache avec la mairie. On les renseignera, savoir quel risque il y a. On leur dira tranquillement que les sous-sols sont vérifiés régulièrement par les carrières pour voir s'il y a des soucis ou pas. Il y a un compte-rendu qui est fait. On vous l'avait déjà expliqué la dernière fois. Je vous le réexplique aujourd'hui. Donc là-dessus, on n'a pas de difficulté. Aujourd'hui, je dirais que le risque zéro n'existe pas parce que c'est comme quand vous prenez votre voiture, je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez pas avoir d'accident. Par contre, toutes les mesures sont mises en place pour que ce risque soit minime. Voilà. Donc moi, j'ai pas de soucis là-dessus. Donc on verra après sur la suite. Allez-y, monsieur Renaud. Moi, j'ai lu dans la loi que vous aviez l'obligation, une fois tous les 2 ans, d'informer directement les habitants, pas seulement
de mettre à leur disposition dans une mairie un document qui ne change pas tous les 2 ans, de faire une action proactive. Parce qu'évidemment, les gens ignorant de la qualité des sous-sols de Beaumont ne savent même pas qu'ils courent un risque. Donc comment voulez-vous qu'ils songent, ne serait-ce qu'un instant, à venir vous demander à la mairie s'il y a un risque. Je n'ai pas songé à le faire, moi, pour ma rue, et je doute que beaucoup de gens se précipitent pour savoir si leur sous-sol... Effectivement, vous m'aviez répondu qu'il y avait régulièrement des inspections par les carrières. Moi, je vous avais répondu que j'avais appelé l'inspection des carrières qui me disait qu'avec Beaumont, il n'y avait pas de convention et qu'il n'avait plus de personnel, qu'il ne pouvait donc de toute façon plus établir de nouvelles conventions. Enfin bref, il y avait 2 discours complètement opposés. Et pour trancher, parce qu'après tout, peut-être qu'on m'a raconté n'importe quoi à l'inspection des carrières, enfin je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je vous avais demandé les rapports d'inspection, parce qu'en général, quand on inspecte, on publie un rapport. Et je ne les ai pas eus. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous les réclamer, mais là je vous les réclame. Du coup, si vous pouviez prendre l'engagement de me fournir ou de publier, parce que je pense que ça intéressera d'autres gens, les rapports annuels sur les 2 dernières années, disons, puisque vous êtes aux manettes depuis 2 ans, de ces inspections. Et puis si l'opposition d'en face voulait nous dire si de son temps il y avait des inspections, alors je sais qu'on ne peut pas faire de débat comme ça, mais si jamais à un moment, subrepticement, ils veulent nous parler d'éventuelles inspections ou de pas d'inspection. Merci. Alors, effectivement, il y a une inspection régulière. Monsieur Pic nous donnera la date de la dernière, parce elle était sur Kergomar la dernière fois. Je vous ai dit, des risques, il y en a toujours. Le risque zéro n'existe pas, que ça soit ici ou ailleurs, avec des galeries ou sans galeries. Je vais prendre une ville qui est pas loin de chez nous et qui est très connue et qui a des galeries partout. C'est Pontoise. Ils en ont encore même plus que nous. Et excusez-moi, il y a un risque, mais il n'y a pas eu de maisons qui sont fondées. Alors je dis pas que ça peut pas arriver, hein. Je dis juste que si vous faites le nécessaire en amont pour essayer que ça n'arrive pas, je vous dis pas que ça peut pas arriver. Je dis juste si on fait le nécessaire et que les contrôles sont faits régulièrement comme on le fait, on n'a aucun risque. Alors il n'y a pas besoin forcément d'une convention, il suffit juste de les faire passer régulièrement et ça marche aussi. Voilà. Mais Monsieur Pic va vous répondre là-dessus. Merci, monsieur le maire, mais je crois que vous avez tout dit. Effectivement, il y a l'inspection des carrières qui vient tous les ans, de mémoire tous les ans. Il y a un rapport qui est fait, on vous le transmettra, il n'y a pas de problème. Merci. Et sur la tour Roger, s'il vous plaît? Donc, Roger, j'ai pas grand-chose à vous dire. Moi, tout ce que je sais, non, mais moi, je vais vous répondre quand même. Et dans le PLU, si vous avez remarqué, ça a été évoqué lors du PADD, il y a des maisons et des bâtiments remarquables. Et la tour Roger est déjà dans ces bâtiments-là. Et déjà, oui, tout à fait. De même que j'ai oublié le nom du château qui est rue Adancourt. Il y a quelques maisons comme ça. Il y en a une petite dizaine, je crois. Il y a les 80. D'ailleurs, ils y sont aussi. Et il y a d'autres maisons comme ça qui ont été classées et qu'on va bien sûr laisser dans le même état. Merci. J'ai oublié de vous relancer sur la pagode. Et je voulais dire aussi que je regrettais que la mairie n'ait pas acheté la maison des 80. Alors vous allez me dire qu'on n'a pas la fortune, machin, mais si, on peut justement emprunter. On a vu que les finances étaient hyper saines et que donc notre avenir était sombre puisqu'on n'investissait pas assez. Mais en tout cas, s'il y a un lieu qui puisse permettre l'accueil du public et qui soit en même temps magnifique et de nature vraiment à faire rayonner notre ville, à condition que justement ce soit un peu rendu au public, eh bien c'est cette maison. Mais si sur la pagode, s'il vous plaît. Alors, moi, je connais un site merveilleux qui va faire rayonner Beaumont et qui est juste magnifique. Ça s'appelle anciennement le CNEFASES. Et ça, la mairie l'a acquis et travaille sur le projet. Et ça marche du tonnerre, voilà. Et on est très content. Malheureusement, comme vous dites, même si les finances sont saines, on a des projets. Et donc, sur le projet, c'était pas prévu de pouvoir acheter cette maison qui coûte très cher déjà. Donc, on n'a pas les moyens. Qui, même si elle est très belle, le but c'est de la préserver et non pas forcément de l'acquérir. Du moment qu'on arrive à préserver certaines choses sans les acquérir, ça peut être intéressant aussi et ça évite de dépenser de l'argent n'importe comment ou pour n'importe quoi. Voilà. Pour la pagode, je prendrai rendez-vous avec le propriétaire. Alors,
le nouveau propriétaire, puisque la totalité a été vendue par ce monsieur que vous avez cité tout à l'heure, que je ne me permettrai pas de citer. En tout cas, on a travaillé sur le projet avec le propriétaire et le promoteur, ce qui nous a permis de trouver des belles actions. Donc la préservation, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, des arbres, de la maison et d'autres biens qu'il y a à l'intérieur. Et sur la pagode, je crois que c'est prévu aussi. Mais vous savez, on essaye de voir au maximum. Mais vu que j'ai un doute sur la pagode, je vais quand même vérifier pour être certain.